qui se retrouve en exil aujourd'hui, mais convoqué au Sénat pour une séance de travail. On a l'impression que Sam Maloukound ignore ce qu'il fait. Non, mais ou alors, je paraphraserai quelqu'un qui disait que le Congolais a atteint un niveau du vide dans sa tête que nous ne pouvons plus réfléchir. Quelqu'un qui est bloqué en exil, vous tentez d'élever ses immunités, ça n'a pas tenu, entre guillemets, ensuite vous les convoquez, et là il se retrouve toujours en exil, alors qu'il doit venir ici pour faire face au bureau du Sénat. Finalement, qu'est-ce qu'on veut faire? Qu'est-ce qu'on veut faire finalement? Non, mais avant de répondre à cette question, puisque c'est quand même une affirmation grave de ta part toi-même, à quel moment nous sommes passés d'une sortie pour les études à un exil? Inversons un peu le rôle, puisque tu as fait une affirmation, moi j'ai fait juste une clarification. À quel moment par rapport à Kabila sommes-nous passés d'une sortie pour raison d'études à un exil? Et nous dire aussi, qu'est-ce qui a justifié cet exil? Parce que sous Tshisekedi, il n'y a pas d'exilé. Oh. On est à la télé. On est à la télé. Sous Tshisekedi, il n'y a pas d'exilé. Moïse Katumbi. Il est exilé comment? Qui l'a envoyé en exil et pour quelle raison? Mais quand vous tentez de les arrêter... On a tenté d'arrêter Moïse Katumbi quand? Brandissez-nous une pression judiciaire qu'il a eue, qui l'aurait contré en exil. Cette histoire d'aéroport que vous l'avez collée là. Cher ami, quand il y a un problème dont tu es responsable et qu'on demande une justice, je n'ai même pas vu la justice l'inviter par rapport à ce dossier-là. C'est ça qui justifie l'exil. Non, revenons au dossier de Joseph Kabila, puisque vous avez dit qu'il est en exil. Oui. Et pourtant, aucune fois, même ses communicateurs ne l'ont jamais dit. Nous savons que Kabila est sorti de ce pays pour raison d'études. C'est la voie officielle du PPRD. Oui, quand est-ce que nous sommes partis d'une raison d'études à un exil? C'est-à-dire que le problème, c'est que il est coincé là où il est. Il est coincé par qui et pourquoi? Qui a le régime en place? Le régime l'a coincé. Est-ce que lorsqu'il sortait, il y avait quelle pression du régime derrière lui qui les contraignait à l'exil? Qu'est-ce que le régime a de ces mouvements? Vous dites qu'il est coincé par qui et comment? Et le fait qu'on ait convoqué Joseph Kabila qui se retrouve en exil à l'extérieur du pays... Non, il se retrouve à l'extérieur par sa volonté, de la même manière désirée. Tu peux te réveiller le matin, tu pars, tu voyages. De la même manière, Kabila est sorti du pays pour raison d'études. Et s'il estime que ses études... Bon, d'accord, il est en exil. Lorsqu'il a annoncé qu'il comptait rentrer par la partie orientale, là, l'exil avait pris fin. Parce que nous avons appris que Joseph Kabila, par la voie officielle, qu'il retournait au pays, mais qu'il voulait le faire par la voie, par le côté oriental. Alors, comment un exilé pouvait déjà annoncer son retour? Mais trop de contradictions, finalement. Cédric Moudiantou. Attends, toutes ces contradictions, c'est pour justifier quoi? La démarche du Sénat, c'est par rapport au principe de droit. On a convoqué un Joseph Kabila qui se trouve à l'extérieur pour raison d'études. Il n'y a pas d'obstruction mise à Joseph Kabila pour ne pas retourner au pays. Alors, c'est à lui de prouver qu'il est en exil. Et pourquoi de dire pourquoi est-il en exil? C'est tout. Cédric Moudiantou, l'arrestation de Joseph Kabila va résoudre quel problème au Congolais, pour le Congolais? Il n'y a pas d'acharnement contre Kabila ou contre qui que ce soit. Non, ça va résoudre quoi? Non, il n'y a pas de problème. Il n'y a aucun acharnement contre Joseph Kabila. Parce que on ne peut pas avoir une justice qui se transforme je ne sais pas moi, à un instrument de répression politique comme l'avait rendu Joseph Kabila. Mais c'est comme le cas aujourd'hui. Matata Mponyo est attendu aujourd'hui à la Cour constitutionnelle. Matata est en train de répondre. Joseph Kabila est attendu au Sénat. Matata Mponyo est en train de répondre aux actes commis par lui. Pourquoi seulement Matata? Il n'y a pas d'acharnement. Pourquoi Nicolas Kazadi est libre? D'accord. D'accord. Tu as posé la question. Quelle relation tu fais entre le dossier Matata et Nicolas Kazadi? Pourquoi la justice convoquerait Nicolas Kazadi? Il y a une corrélation parce que Matata est soupçonné de détournement sur le projet Bukangalonso, alors que Nicolas Kazadi a été soupçonné également de détournement sur le projet forage et lampadaire. Celui-ci a été appelé à la justice comme renseignant tout simplement. Il est reparti chez lui en homme libre. Celui-ci fait face à la justice et il est d'ailleurs, on dit qu'il sera condamné de 20 ans. Celui-ci
les immunités n'ont pas été levées. Celui-ci, on ne peut pas attendre que ces immunités que ces immunités soient levées, on doit l'arrêter. Finalement, tout ça, vous trouvez logique? Non, il n'y a pas d'acharnement. Non, l'illogique ici, c'est plutôt la confusion que vous entretenez. Laquelle? C'est tout ce qu'il y a d'illogique dans ça. Laquelle? Nicolas Kazadi était responsable de quel projet? Lampadaire. C'était lui le responsable du projet? Non, non, il était ministre des Finances. Et c'est lui qui a débloqué l'argent. Il a débloqué l'argent. Lorsque l'argent est déboursé pour construire les infrastructures, à qui on demande l'ouvrage? Non, répondons. On est à la télé, il y a des enfants. Mais on l'a indexé. Attendez, le problème c'est celui-là. On l'a indexé. Je sais d'abord pas on sait qui, ou bien que nous voulons être dans un pays où la justice devient populaire. Puisqu'on a dit. Et pourtant, il y a les instances judiciaires qui sont là. On débourse l'argent pour la construction d'infrastructures. Moi, je donne l'argent pour construction d'infrastructures. Il n'y a pas d'infrastructure. On doit suivre qui? Non. Répondez. Vous avez fait. Moi, je ne réponds pas. Les faits. Je ne réponds pas à des questions, c'est moi qui pose des questions. Non, mais franchement, il y a quelqu'un qui voulu. Non, attendez. Je vais avoir son message. Je voulais inverser le rôle pour dire que Nicolas Kazadi a été accusé dans l'affaire forage. Et d'ailleurs, on devait saluer l'effet par Nicolas Kazadi d'avoir stoppé l'élan de détournement du ministre Robota. Oh, mais Robota à l'extérieur, comment ça? Pardon, le ministre qui ça? C'est lui qui était impliqué dans cette affaire. C'est Robota, justement. C'est Robota, bien sûr. Oui. Parce que c'était lui qui devait exécuter. Il perçoit l'argent qu'on lui donne par rapport à un projet, il ne l'exécute pas, mais il continue à demander l'argent. C'est le ministre Nicolas Kazadi qui a freiné l'évolution, l'élan de ces détournements-là. En plus de ça, on parle des stations forage. C'est lui, le ministre Robota, qui devait donner les espaces où on devait installer ces stations forage. Mais après ça, qu'est-ce qui s'est passé? Quand on doit se mettre maintenant à demander les forages au ministre Nicolas Kazadi, c'est soit l'ignorance, soit l'acharnement, soit une méchanceté, je ne sais pas, doublée d'une haine viscérale. C'est la confusion par rapport au dossier Matata Ponyo, puisque Matata Ponyo, lui, était porteur du projet par le fait que le projet était exécuté par un de ses conseillers qui se trouve en exil. Non, ici on vous dit que les deux cas sont similaires. Matata était Premier ministre tout simplement, il n'était pas porteur de ce projet, tout comme Nicolas Kazadi qui était ministre des Finances, qui n'était pas aussi porteur de ce projet. Mais pourquoi Matata doit être interpellé et laisser Nicolas Kazadi? Alors que les deux... C'est ça la confusion. On est ici pour combattre la confusion. Je voudrais expliquer ce message. Non, ce message-là, il est erroné déjà par le fait que... Comment ça? Oui, c'est prouvé. C'est pour ça qu'on doit lire. Quand vous êtes journaliste, prenez le temps d'informer la population. Le dossier Kazadi est un ordonnateur national, ministre des Finances. Il y a un projet d'un autre secteur. En tant qu'ordonnateur, il finance. Et les ouvrages doivent être demandés aux porteurs du projet. Et pourtant, le projet Bukangalonzo, lui, a été géré par Matata Ponyo dans son cabinet à travers son conseiller. C'est son conseiller, le conseiller de Matata Ponyo, qui gérait le projet Bukangalonzo sur le plan d'exécution. Pourquoi celui-là se trouve en exil? Pourquoi il a fui? La similitude se trouve à quel niveau? Si ce n'est la confusion ou une haine viscérale. Contre qui? Non, contre Nicolas Kazadi. Parce que je ne trouve pas comment... On fait comment? Je voudrais ici être l'ignorant à qui on expliquerait comment on fait pour établir le lien entre le dossier Bukangalonzo et le dossier Kazadi. Je ne comprends pas. C'est un acharnement inutile. Il a d'abord été victime d'une communication sociologique pour les descendre. Mais il a été établi par la suite qu'il n'était impliqué à rien du tout. Et c'est clair, on n'a pas besoin d'avoir un certificat d'études primaires pour comprendre cette relation. Ministre des Finances et puis exécution du projet, on n'a pas à lui demander ça. Si aujourd'hui il n'y a pas de forage, ce n'est pas à Nicolas Kazadi qu'on doit demander ça. Allez demander ça au ministre des tutelles. Par rapport à ce projet-là, il n'y a pas de relation. Mais Bukangalonzo, c'est tout différent puisque Matata Ponyo doit répondre du projet que lui a porté en termes de conception et d'exécution. Et d'ailleurs, c'était géré par son conseiller qui a pris la tangente. Comment on fait pour les rendre similaires, ces deux dossiers? Il n'y a aucune relation. Revenons au dossier de Kabila.
Kabila n'est pas victime d'un acharnement, mais Kabila doit répondre plutôt aux griefs à sa charge, notamment la complicité avec les groupes armés. Qui n'est pas prouvé jusque-là. Et si ce n'est pas prouvé, c'est pour ça qu'il est invité. Si ce n'est pas prouvé, alors qu'il vienne. Le problème aussi, c'est celui-là. Quand vous estimez être innocent, venez répondre. La justice n'est ennemie de personne. Vous avez dit que ce n'est pas prouvé, d'accord. Alors venez prouver que vous êtes innocent. Mais connaissant le fonctionnement de notre justice... Non, ça c'est une accusation. Quand il arrive ici directement... mais non, l'autre message, c'est par rapport au prix des forages. Par rapport au prix des forages. Là aussi, c'est une fausseté. Le prix des forages, le prix qui coûtait... il fallait expliquer votre message, s'il vous plaît. Le prix qui coûtait 280 000 $. Hein. Oui. Pour un forage. Oui. Un seul. Non, les forages, il faut parler d'une station forage. 280 000 $. C'était le prix, les prix bas. Ah bon? Oui. 280. C'est-à-dire qu'on parle de 280 000 $. J'ai dit ceci. Le prix proposé par Nicolas Kazadi était le prix bas. Les enquêtes ont prouvé que pour les mêmes stations forage, le prix allait jusqu'à plus de 320 000 $. Mais Moïse Katumbi le faisait à 15 000 $. Je ne sais pas, je parle des stations forage. C'est ça la confusion que vous entretenez lorsque vous parlez. Même dans nos quartiers, il y a des forages. Oui. Dans nos quartiers, il y a aussi des forages. Mais on ne parle pas d'un forage, on parle d'une station forage. La capacité des dessertes est déjà différente. Moi, je me suis remise à un expert pour m'expliquer tout ça. Il m'a dit, et d'ailleurs, le bien c'est que celui-là était d'une autre tendance politique. Il m'a dit, écoute, ici nous parlons science, nous parlons faits. Je ne vis que de ça, je suis expert en la matière. Il est expert à Eraïft à l'université de Kinshasa. Il dit, le projet des stations forage proposé par Nicolas Kazadi et le prix est le moins par rapport à ce que moi je proposerais. Là, je l'ai prouvé comment? J'ai trouvé que les gens ont crié au scandale aussi dans le projet comment? Boukangalose. Non. Ce qu'on construit au stade des Martyrs. Arena. Les gens ont crié au scandale également dossier Arena parce que Nicolas Kazadi, avec le coût de Arena, c'est 115 millions de $, pour 20 000 places. Tout le monde a crié au scandale. Mais oui. Non, attends. 15 millions de $, 115 millions de $ pour Arena. 20 000 places. Arena est construit par la société qu'on appelle Milvest. Vous trouvez normal qu'on débourse 115 000 $ pour cette histoire-là? 115 millions. Oui, 115 000 $ pour cette histoire-là. 20 000 places. Construit par Milvest. Vous êtes d'accord? Toi et moi, nous allons nous départager en termes de choix. Mata Tamponio a construit l'immeuble intelligent ici. L'immeuble intelligent, plus que votre Arena. Attendez-moi. À moins de 50 millions de $. Ne parlez pas de Matata déjà. Parce que lorsqu'on parle des dossiers, dans les dossiers, nous aurons l'arrêt de la justice. Oui. Parce que nous savons que Matata, dans tout ce qu'il a fait, il y avait des détournements. Je voulais ici qu'on fasse avec toi un choix. Milvest, constructeur de Arena, 115 millions de $ pour 15 000 places. Milvest, même société, construction de Arena en Tanzanie, Dar es Salaam, 178 millions de $, 15 000 places. 15 000 places, 178 millions de $ construites par la même société. 115 millions de $, 20 000 places construites par la même société. Faites-nous le choix. Parce que le fait est là. L'immeuble intelligent. Non, mon construit par Mata Tamponio. J'ai demandé ici à toi de faire le choix. L'immeuble intelligent. Entre l'immeuble intelligent et Arena, qu'est-ce qui est plus vaste? Attends, non, c'est là la confusion. Tu es en train d'apprécier en termes de vaste et pourtant déjà deux infrastructures différentes, deux bâtiments différents. C'est là que ça appelle à l'expertise. Parce que toi, tu vois vaste. Mais nous ne savons pas qu'est-ce qu'il y a entre... Même les matériaux. Non. Même au niveau de matériaux, il faut voir l'immeuble intelligent. Mais moins de 50 millions de $. Alors donc, tu veux comparer l'immeuble intelligent à Arena? Oh. Mais il n'y a pas match. C'est quoi cette comparaison d'enfant? Mais c'est quoi cette comparaison d'enfant? Donc Arena est plus que l'immeuble intelligent. De très loin. Ah bon? Mais de très loin, mon frère. De quoi on parle?